l'Institut Free Afrique renoue avec son cycle de partage d'idées et de co-construction d'avenir. Je veux parler des praxis. Ce soir, nous allons avoir un panel qui porte sur le thème insurrection populaire, 5 ans après, où en est le Burkina Faso. Nous savons tous que il y a 5 ans, les 30 et 31 octobre 2014, le Burkina Faso vivait une insurrection. Qu'avons-nous fait de cet événement historique? C'est ce que Free Afrique souhaite qu'on discute ce soir. Et la porte d'entrée pour commencer cette discussion, ça sera la présentation du livre que M. Bruno Jaffré a récemment publié et dont le titre est Burkina Faso, l'insurrection inachevée. Nous avions prévu 4 panélistes. Malheureusement, il y a un qui nous a fait faux bon parce qu'il y a eu un accident d'agenda. Je veux parler du docteur Marius Luc Ibriga. Mais ce soir, nous avons les 3 autres qui sont là. Et sous la modération de M. Bourema Salouka, nous allons essayer de nous interroger sur notre insurrection populaire. Pour ne pas être long, je vais passer la parole au modérateur du jour en vous souhaitant une bonne soirée. Merci. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à cet espace Thomas Sankara de l'Institut Free Afrique pour encore vivre ensemble, créer ensemble et réfléchir ensemble autour des questions urgentes et pressantes qui nous intéressent au Burkina Faso. Aujourd'hui, la question de l'insurrection populaire au Burkina. 5 ans après, où en est le Burkina Faso? M. Ouangré l'a dit, cette soirée nous sert aussi de prétexte pour présenter l'œuvre de M. Bruno Jaffré. Et cet après-midi, nous allons échanger avec 3 personnalités de haut vol dans l'espace public burkinabé, même si M. Jaffré ne vit pas au Burkina Faso, il n'est pas moins intéressé par les questions qui se passent au Burkina Faso. Donc, le premier invité de ce soir, c'est le professeur Mahamadé Sawadogo. Le professeur Mahamadé Sawadogo est professeur de philosophie à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Il enseigne la philosophie morale et politique. Ce soir également avec nous, M. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo est le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo. Il travaille également sur les questions de droits humains en tant que coordonnateur du festival Ciné Droit Libre. Burkina Faso, 5 ans après l'insurrection, où en sommes-nous? Nous recevons aussi M. Bruno Jaffré. M. Bruno Jaffré est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Burkina Faso, un pays pour lequel il se passionne. Il est l'un des biographes de Thomas Sankara et depuis 2013, il anime sur le site Mediapart un blog dédié à l'actualité burkinabé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cher public, bonsoir. Nous allons commencer cette soirée par une question à M. Jaffré. Vous venez de publier chez Sileps cet ouvrage, l'insurrection au Burkina Faso. Non, l'insurrection inachevée, Burkina Faso 2014. Pourquoi avoir choisi un titre aussi porteur de provocation, l'insurrection inachevée? Est-ce que vous appelez à une nouvelle insurrection? Non, moi j'appelle à rien. Je suis un étranger, je suis plutôt de ceux qui essayent d'étudier et de donner des informations, compte tenu que j'ai une certaine facilité à recueillir des informations dans votre pays et que je le fréquente depuis 1982. Donc ce titre n'est pas une provocation, c'est fondamentalement ce que je pense et ce que pensent beaucoup de Burkinabés. L'insurrection elle-même est réussie, la transition est réussie, mais le lendemain, c'est-à-dire que cette insurrection, cette transition est remis au pouvoir finalement des anciens amis de Blaise Compaoré,
est en quelque sorte la preuve qu'elle n'a pas été achevée. Et ça fait une semaine que je tourne au Burkina Faso. Le mécontentement était extrêmement présent. Il y a des gens qui regrettent Blaise Compaoré, il y a des gens qui disent que cette insurrection a échoué, etc. Non. Cette insurrection est pour moi, compte tenu d'une situation politique extrêmement complexe à l'époque, ce que le Burkina Faso pouvait faire de meilleur après une insurrection. Je m'explique. Vous aviez la situation politique, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est, vous aviez d'un côté le peuple burkinabé, dont finalement, pour l'essentiel, le seul mot d'ordre, c'était le départ de Blaise Compaoré, concernant, disons, un mieux-être social. Mais la situation créée par l'insurrection n'était finalement préparée par personne. Donc on s'est trouvé, d'abord dans le manque de perspectives politiques sur lesquelles pouvaient s'appuyer les gens, le manque de structures politiques ou sociales ou d'ONG qui étaient capables d'encadrer la population pour aller plus loin dans justement la satisfaction des revendications du peuple. Et aussi, il faut le reconnaître, dans la démission ou la quasi-démission des partis politiques au lendemain de l'insurrection, puisque vous aurez donc dans cet ouvrage détaillé de l'insurrection, du lendemain de l'insurrection et des premiers jours. Et les partis politiques, finalement, se sont mis en position d'attente, alors que c'est leur rôle, en tant que parti politique, de trouver des solutions à une telle situation. Et vous avez dans notre pays, donc, heureusement, d'autres ressources dans les associations de la société civile qui ont pris les choses en main, qui n'étaient pas d'ailleurs non plus préparés à affronter cette situation, mais qui, avec un certain courage, y compris politique, puisqu'on les a beaucoup critiqués à l'époque, ils ont, ne voyant aucune initiative d'aucune part, ont décidé d'aller rencontrer l'armée et de leur dire « le minimum que vous pouvez faire, c'est de prendre vos responsabilités, à savoir essayer de rétablir de l'ordre dans le pays et d'essayer de travailler à une alternative politique avec nous. » Voilà un petit peu. Donc ce que je veux dire, c'est que cette situation beaucoup trop rapidement brossée a créé finalement ce qu'il y avait de meilleur. C'est justement ce qui s'est passé après un petit peu ce vide qui a duré quelques jours. Donc les gens se sont mis, des personnalités qui étaient connues d'ailleurs par au Burkina Faso. Donc vous avez les gens du Balai citoyen qui très intelligemment n'ont pas été rencontrer l'armée seule, mais avec d'autres membres reconnus de la société civile. Ensuite, vous avez d'autres figures de la société civile qui se sont positionnées parce que le début de l'insurrection a créé des divergences entre la société civile. Et finalement, vous avez eu finalement... Alors, je ne sais pas si on aura le détail. Bon, enfin, on va dire en tout cas que... Permettons aussi aux autres de réagir. Donc je veux juste dire que finalement, on a eu quelque chose que le peuple burkinabé a sans doute fait de meilleur. C'est dans cette situation extrêmement complexe, avec une armée finalement désunie, et finalement ça s'est retourné contre elle d'être désunie, hein, puisque vous avez vu qu'il y a eu des tentatives de l'armée de prendre le pouvoir. Elle a sorti ce qu'il y avait de meilleur, une charte de la transition, qui n'était pas une charte révolutionnaire, mais qui était une charte qui permettait de créer des institutions provisoires qui allaient être acceptées par la communauté internationale et qui étaient discutées en commun par les forces vives de la nation, qui ont permis donc que la transition se déroule dans de bonnes conditions. On parlera sans doute du putsch 2015 un peu plus tard. Absolument, mais je voudrais déjà que le professeur Mamadi Saradogo réagisse. C'est quand même paradoxal que pour un pays comme le Burkina Faso, qui a une longue histoire politique, une longue histoire syndicale, que, tel que le dit M. Jaffré, qu'arrive cette situation où on a une classe politique qui n'est pas préparée à apporter une réponse politique à la situation. Est-ce que vous avez la même lecture que lui, avant que vous ne réagissiez bien sûr sur le livre que vous avez lu? Oui, merci de me donner la parole. Bonsoir tout le monde. J'ai lu le livre de M. Bruno Jaffré et je dois dire que je n'ai pas du tout la même lecture que lui, surtout sur cette partie-là, où il porte un jugement sur le rôle des partis politiques et sur l'attitude des organisations de la société civile. Moi, j'ai au contraire le sentiment
que les partis politiques savaient ce qu'ils voulaient depuis le départ. Ils ont joué leur rôle. Ils ont laissé intervenir les organisations de la société civile qui ont joué leur rôle. Et au bout du compte, ils ont récupéré la situation. C'est exactement ce qu'eux, ils voulaient qui s'est passé. Maintenant, l'insurrection en elle-même, effectivement, est un acte hautement positif qui s'ajoute aux luttes que notre peuple mène depuis longtemps pour la liberté, le progrès et une société de justice. Et de ce point de vue, malgré les limites auxquelles cet événement a été confronté, on peut le considérer comme un moment important de la lutte du peuple, mais ce moment n'est ni le meilleur ni le dernier. D'autres moments sont susceptibles de venir par la suite, et ce moment-là est à considérer comme une étape dans l'approfondissement de la lutte de notre peuple. Abdoulaye Diallo, vous êtes du Centre national de presse Norbert Zongo, et je l'ai dit, vous êtes membre de plusieurs organisations qui se sont battues depuis l'assassinat de Norbert Zongo pour davantage de démocratie et de liberté au Burkina Faso. Ce n'est pas un secret, vous êtes proche du Balai citoyen qui a été quand même en première ligne dans ce combat contre la modification de l'article 37. Quand on lit cet ouvrage de M. Jaffré, on a l'impression quelque part qu'il vous réhabilite parce que votre mouvement a longtemps été traité d'avoir trahi les causes des masses populaires. Bon, je pense que Bruno, dans son livre, comme il le dit, et c'est l'impression que j'ai eue, il y a eu un effort quand même de donner les faits, de dire les choses en invoquant plusieurs sources, en discutant avec plusieurs personnes. Et je partage à peu près l'essentiel des informations sur ce qui s'est passé. Et moi, je ne suis pas aussi convaincu que le professeur, que les hommes politiques, les partis politiques qu'on avait, savaient parfaitement ce qu'elles faisaient. Je ne suis pas convaincu du tout. Parce qu'on est passé à côté d'une catastrophe. L'insurrection, la suite, la gestion de l'insurrection aurait pu s'avérer catastrophique. Il aurait pu avoir un retour, un chaos aurait pu s'installer. Et je ne crois pas que les partis politiques avaient fait cette réflexion et pensé qu'on les laisse faire et on récupère notre affaire. Non, je ne crois pas. Moi, je crois simplement, d'abord, on a eu beaucoup de chance. Vous savez, beaucoup de gens aimaient le répéter. Dieu aime le Burkina Faso, même pendant le push et tout. Mais moi, je crois il faut féliciter la maturité des Burkinabés. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le calcul des politiciens ou d'autres qui ont permis qu'on puisse passer cette étape. C'est la maturité. Je donne juste un indicateur. Le 1er novembre, je me réveille. À l'époque, j'avais de cash power. Mon courant, c'était du cash power. Il n'y a plus de courant. Et mon réflexe, c'était de dire à mon cousin, écoute, tu as l'argent, va acheter du courant. Il va, il fait 2 heures, je ne le vois pas, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y a un long rang. Effectivement, dans mes tournées, je passe et je vois effectivement, il y a un long rang de Burkinabés. Pour faire quoi? Pour payer les factures, payer les factures d'électricité. Ça ne vous dit rien là? Le 31 octobre, on a fait une insurrection. Dans plusieurs cas, c'est le chaos qui doit s'installer. Les gens doivent faire ce qu'ils veulent. Non! Les gens ils vont payer leurs factures. Et le soir, tu passes dans les maquis, ils sont assis en train de boire la bière. Tranquillos, après avoir nettoyé la ville. C'est important, c'est un indicateur que je donne pour avoir une grille de lecture de ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a eu la chance qu'à ce moment-là, des organisations, tu le dis bien, je ne l'ai jamais caché, je suis conseiller du Balai citoyen, je fais partie de cette organisation et de toutes les autres organisations. J'étais très proche aussi du professeur Ibriga durant toute cette période, ou d'autres camarades comme Dr Assabouga et bien d'autres intellectuels qui ont participé. Et je pense que cet esprit-là nous traversait tous de dire qu'est-ce qu'on fait pour éviter que le pays ne bascule dans un chaos. Oui, mais il y a cela. Moi, j'aimerais, M. Jaffré, que l'on revienne là-dessus. Vous pouvez dire que la classe politique n'a pas préparé le coup d'après, le coup de l'élection, mais le politicien aussi, c'est celui qui est capable de voir très rapidement quels sont les enjeux et de réagir. Et
l'après-insurrection, les jours qui ont suivi, la classe politique burkinabé n'est pas restée amorphe. Elle a œuvré, elle a manœuvré. Est-ce que vous pouvez, dans ce cas, dire qu'elle est la seule responsable de ce que vous appelez insurrection inachevée? Non. Monsieur n'a pas tout à fait tort dans ce qu'il dit. La classe politique burkinabé est diversifiée. Et c'est elle qui a, même s'il y a une longue tradition de combat de la société civile burkinabé, c'est elle qui a lancé ce mouvement, d'abord contre le Sénat, avec des manifestations de dizaines de milliers de personnes, dans l'ordre. Et en fait, les gens ont été rassurés, parce que c'était une situation extrêmement complexe. Donc il faut le reconnaître, cette chose-là. Mais elle est très diversifiée. Le chef de file de l'opposition, que justement il y a eu un problème, les gens ne voulaient pas casser le chef de file de l'opposition, et donc ils sont restés dans l'attente de Zéphirin Diabré, qui tout ça est raconté dans le livre. Des gens ont été le chercher pour qu'il vienne se positionner. Il y a eu des réunions du chef de file de l'opposition duquel ne sortait aucune décision, et ça c'est proprement inadmissible. Maintenant, il y a un parti qui savait ce qu'il faisait. Le MPP avait infiltré les réunions de la société civile. J'ai des amis comme Alfred Sawadogo qui est là, qui m'a expliqué que des gens l'ont empêché de rentrer dans les réunions. Et c'était des gens du MPP. Le MPP, lui, savait. Il avait préparé, finalement, c'est là où monsieur a raison, il avait préparé ce moment, il avait construit des associations de la société civile dont les gens ne savaient pas que... Enfin, ceux qui étaient très connaisseurs de ça les connaissaient, mais ils ont infiltré les réunions de la société civile. Donc, ce moment-là, ce qui s'est passé, le balai citoyen a dit on ne peut pas accepter ça, il s'en va. Et d'autres ont dit on ne peut pas non plus les laisser entre eux. Et donc à ce moment-là, il y en a d'autres, c'est essentiellement M. Ibriga, Rassakbla et d'autres dont j'ai oublié les noms, ont dit on ne peut pas laisser, on va se débrouiller dans cette merde, on dirait en français, et on va en sortir quelque chose. Et comme ils sont confiants dans leur force de conviction et dans leur capacité d'analyse, dans leur capacité créatrice de solutions, ils ont finalement, par leur force de conviction, entraîné les autres jusqu'à cette charte de transition qui, effectivement, une fois qu'elle a été écrite par la société civile, c'est quand même très important de l'affirmer, elle a finalement été discutée ensuite par les partis politiques qui ont apporté leurs amendements, et ensuite par l'armée qui ont apporté l'amendement. J'espère qu'on va en parler, mais la question de l'armée est fondamentale au moment de l'insurrection. Et dans votre pays, et dans beaucoup d'insurrections qui se passent, elle est fondamentale. Nous allons en parler, mais le public aussi est là. Il faudra qu'on leur permette aussi de réagir. Juste un petit récadrage. Moi, je ne fais que modérer cette soirée. Et dans le cahier de charge qui m'a été donné, c'est que l'on parlerait bien sûr du livre, mais l'interrogation fondamentale qui nous concernerait ce soir, c'est comment 5 ans après le Burkina Faso se porte, et de réfléchir aussi quels sont les défis qui se posent au Burkina et d'essayer d'en dégager des solutions. Pour cela, nous avons 2h30 et ce que nous prévoyons faire, c'est un échange interactif entre le public et nous. Et avant d'aller au public, une question pour le professeur Savadogo. Est-ce que vous pensez que si quelques intellectuels, comme il l'a cité, ne s'étaient pas emparés du sujet pour essayer d'aiguiller la transition, on serait arrivé à une situation où on ne serait pas dans une insurrection inachevée, mais où on serait dans pas du tout d'insurrection? Alors, je crois qu'il faut qu'on précise les choses. Je ne doute pas de la bonne volonté de tout ce monde que je connais pour beaucoup. Je ne doute pas de leur dévouement, de leur débauche, de leur débauche d'énergie à l'occasion de cet événement. Mais je dis que précisément, leur bonne volonté, leur débauche d'énergie est précisément ce que les hommes politiques attendaient et que cela les a aidés à gérer la situation. Et que on a commencé à nuancer en précisant que le MPP, effectivement, savait ce qu'il voulait et s'était longuement préparé. D'ailleurs,
depuis sa manière de quitter le CDP, le timing, le moment où ils ont choisi pour quitter le CDP, la façon dont ils ont participé à la protestation et jusqu'à ce que Blaise s'en aille et ensuite comment ils ont pu gagner les élections. Mais même Zéphirin Diabré, pourquoi justement il hésitait? Pourquoi il tournait? Parce que ce n'était pas la transition qui l'intéressait. Lui, il s'est préparé pour autre chose. Donc, qui n'est pas un plan pour la transition, ce n'est pas un problème pour son action à lui. Et donc, s'il y a d'autres personnes qui ont quelque chose en tête et qui imaginent quelque chose immédiatement à proposer, il apprécie et il en sort un comportement. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables d'organisations de la société civile qui se sont mis devant, c'est eux qui sont allés proposer une charte de la transition. Ce que les hommes politiques ont fait, c'est quoi? C'est de prendre les dispositions pour bien encadrer cette transition. 1 an, pas plus. À l'intérieur de cette année, vous faites ce que vous voulez. Prenez les postes, donnez-les à qui vous voulez, faites ce que vous voulez, mais au bout d'1 an, laissez la place. Monsieur Diallo, et c'est ce qui s'est passé. Monsieur Diallo, vous avez l'impression de vous être fait rouler dans la farine, d'avoir été ceux qui ont chevillé pour permettre à des politiciens de continuer à jouer leur micmac avec le peuple? Non, où je peux être d'accord avec le professeur. Donc si cette analyse se situe quelques jours après l'insurrection. Mais ce que je veux dire, le 30 octobre, moi je ne crois pas que un homme politique avait déjà fait son calcul. Non, parce qu'a priori, on ne pouvait pas deviner ce qui allait se passer le 31. Par contre, je suis convaincu, et ça beaucoup d'entre nous ont eu cette réaction, dès que le 30 s'est passé, on a compris quelque chose de précis. En tout cas, pour ce qui concerne la plupart des leaders du mouvement Le Balai Citoyen, si Blaise reste, on est mort. Ça, au moins, c'était clair. On n'a pas besoin de faire maths sup pour le comprendre. On n'a pas besoin d'avoir un bagage politique pour le comprendre. Je voyais déjà en image les corps de Samska, de Smoke, de Kam, quelque part, assassinés pour effrayer tout le monde. Et ça, on l'a ressenti. Et je pense aussi que certains hommes politiques, notamment du MPP, ont dû se dire, connaissant leur ami, si ce gars-là reste, on est mort. Ça, c'est au moins quelque chose que je peux dire d'affirmer le 30. Mais je ne crois pas que ces gens ont réfléchi ça avant. Et même le 31, je pense que certains aussi sont restés dans leur peur de Blaise. Je pense que même Zéphirin, on l'a presque forcé à demander la démission de Blaise. Regardez le film que je produis sur l'insurrection, le soulagement qu'il a eu quand il a eu le courage enfin de prononcer « Je demande la démission de Blaise ». Il était soulagé comme ça. Non, c'est la réalité. Ça, je suis totalement d'accord avec. Mais moi, je dis, si c'était des hommes politiques qui avaient une vraie vision, à partir du moment où ils ont pris cette conscience, le 31 là, parce que ce que je dis, ça aurait pu aller en couille totalement. Donc, si tu fais un calcul... Hein. Excusez-moi, c'est vrai, j'oublie. C'est Smoke, c'est le fait d'avoir trop fréquenté Smoké que... Ça se voit et ça s'entend. Je m'excuse vraiment. Mais je veux dire, ça aurait pu vraiment dégénérer, pour utiliser un terme approprié, parce que si on a bien calculé, on doit prendre des dispositions pour que les choses se passent à notre avantage. Or, je vous dis, les choses auraient pu complètement déraper. Si, justement, ces organisations de la société civile et ce que j'appelle ces intellectuels n'avaient pas, des patriotes, n'avaient pas senti le danger de dire il faut qu'on se mette là pour combler le vide et pour que maintenant, eux, les politiciens, et là, je suis totalement d'accord avec vous, professeur, ils ont vu maintenant que les gens ont bien ficelé la chose, mais moi, je ne suis pas sûr qu'ils y ont pensé avant. Ils ont compris, ils ont saisi l'opportunité du moment. Ok, des gens ont fait le bara. Donc, je suis d'accord avec la question, effectivement. Sur ce coup, vous vous êtes fait rouler dans la farine. Sur ce coup, oui. Voilà. Monsieur Jaffré, Diallo relève quelque chose, un acteur qui n'apparaît pas sur la scène comme ça, mais qui quand même a joué un rôle très important. C'est l'armée qui reste cette figure, ou disons... je vais utiliser un bon mot, qui reste cette force quand même qui était sous contrôle de Compaoré et qui était une sorte de dissuasion pour des acteurs politiques. Quel a pu être son rôle dans le dénouement de ce 31
octobre. Et qu'est-ce qui s'est joué en coulisses, tel que vous le racontez dans votre œuvre? Alors, je voudrais, pendant que j'écrivais mon livre, il y avait les insurrections en Algérie et au Soudan. Et même problème. Et ça sera le même problème dans la plupart des pays du tiers-monde. Chaque insurrection va se trouver confrontée à l'armée. Or, moi, je dis qu'au Burkina Faso, si l'armée, pendant très longtemps, a été un problème pour le pays, sa désorganisation, finalement, son manque d'unité, a servi l'insurrection. Le lieutenant-colonel Zida, je crois qu'il était lieutenant-colonel à l'époque, a joué sa carte dans un moment de vide, y compris à l'intérieur de l'armée. Je ne sais toujours pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, mais il semble bien que Diendéré préparait... Enfin, c'est peut-être pas ça qu'il faut rentrer en détail, parce que je suis dans les faits, mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que d'abord, on a compris que le RSP n'était pas uni, il parlait pas d'une seule voix. On a vu qu'il y avait les généraux de l'autre côté qui pensaient que l'horreur était arrivée. Et c'est surtout au moment du putsch qu'on a compris que... Et bon, c'est pour ça qu'il est important, quand on parle d'une insurrection, de revenir sur toute l'histoire du Burkina. Vous avez une période de mutinerie dans l'armée qui, fatalement, a laissé des traces énormes dans ce pays et dans toutes les garnisons. L'armée tergiversait et retour du peuple burkinabé au moment du putsch, dans toutes les provinces, la population entoure les casernes et leur dit « vous devez aller ». Et finalement, alors que les chefs de l'armée réfléchissaient, finalement, ce sont des officiers intermédiaires qui ont pris leurs responsabilités et qui ont pris le relais de la résistance populaire, en fait. Que nous avons déjà parcouru plus de 20 minutes dans le débat. Je vois le professeur Sawadogo qui a lu avec un sérieux profond votre ouvrage, qui feuillette des pages, qui a corné, il n'y a pas de signé dans le livre, et il voudrait réagir. Oui, merci. Encore une fois, entendons-nous bien. J'ai dit, je ne doute pas du patriotisme de tous ces dirigeants d'OSC, de tous ces amis que je connais pour beaucoup. Ce que je dis simplement, c'est que les hommes politiques ont fait en sorte qu'ils leur facilitent la tâche. Voilà. Nous sommes en train de parler de l'armée. Je vais vous lire une citation d'un entretien que Salif Diallo a eu avec RFI le 31 octobre 2014. C'est extrait d'un autre ouvrage sur l'insurrection. Il dit ceci, Salif Diallo, « Il est impératif que l'armée retrouve son unité. Il est impensable aujourd'hui, après le départ du président Blaise Compaoré, de ne pas prendre en considération le régiment de sécurité présidentielle qui est l'unité la mieux organisée, la mieux armée. Et Zida, le lieutenant-colonel Zida, provient de ce régiment. Aujourd'hui, ce que dit le rapport de force militaire est de ce côté-là. Mais je pense que les militaires devraient avant tout s'entendre, discuter et envisager une collaboration des civils et des partis politiques. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette citation de Salif Diallo? Qu'il avait son idée sur la manière dont l'armée pouvait intervenir pour aider à stabiliser la situation, et il avait clairement compris qu'il fallait dans un premier temps compter avec le régiment de sécurité présidentielle. Bien, nous l'avons compris. Je sais que dans l'assistance, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir quelques questions. Nous allons en prendre uniquement 4, parce que le débat de ce soir ne porte pas sur les livres, mais c'est sur le Burkina 5 ans après. Nous allons prendre 4 questions au sein de l'assistance pour nos panélistes. S'il vous plaît, soyez des plus précis et des plus concis. Donc, sur une radio, monsieur le professeur a revenu, en tout cas, il est revenu sur mon sujet, c'est la personne de Salif Diallo. Voilà, sur une radio, monsieur Zapré déplorait la paternité de l'insurrection revendiquée, à tort ou à travers, par des personnes ou des groupes de personnes. Voilà, je suis tout à fait d'accord, mais si vous étiez appelé à donner un père à cet événement, n'est-ce pas judicieux d'évoquer le nom d'un certain Salif Diallo qui, depuis août 2008,
s'activaient à venir au bout de ce régime compaoré. Et c'était une question à 2 volets, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de rédiger, je m'excuse. Eh ben, nous allons, malheureusement pour vous, nous allons nous arrêter à cette seule question parce que 2, 3 questions à la fois, c'est difficile pour le panéliste de répondre. Monsieur Jaffray, la question vous est adressée. En fait, il me demande si M. Salif Diallo est le père de l'insurrection. C'est ça. Alors, il a joué son rôle, mais j'affirme dans le livre que l'insurrection est un mouvement de tous les Burkinabés. Et de toutes les forces anti-Blaise Compaoré. Le MPP a joué son rôle, certes important, mais les autres partis, je l'ai dit encore, même si dans la recherche d'une solution, ils ont joué un rôle extrêmement important. Vous avez toutes les organisations de la société civile, je me rappelle un petit peu, enfin on a vu ça dans les films d'ailleurs, les caravanes du ballet citoyen, une semaine avant, qui prennent le Sam Scaloggia qui prend son matelas et qui dit je vais dormir là-bas, c'est ce qu'on appelle la création d'une situation pré-insurrectionnelle, alors que la manifestation était dissoute. Vous avez les gens du CAR qui faisaient aussi leur tournée, qui menaçaient, si je ne me trompe, les députés pour qu'ils ne votent pas, et chacun a joué son... Et le jour de l'insurrection, il n'y a pas eu de direction centralisée de l'insurrection. Il y a eu le peuple qui était appelé par de nombreuses forces à se rassembler et qui d'ailleurs a pris chacun le matin ses responsabilités en disant « Aujourd'hui, je suis prêt à mourir et je vais manifester ». Tout le monde voulait qu'il n'y ait pas de vote de l'article 37 et c'est ça qui a créé ces mouvements de foule extraordinaires, pacifiques. Alors ça, c'est quelque chose qui a été extraordinaire. Les images sont extraordinaires de cette insurrection. Les derniers pas où on voit les jeunes, les mains en l'air, qui marchent en face de l'armée. Mais tout le monde était prêt à faire ça ce jour-là. Donc c'est ça, il n'y a pas de père. Salif Diallo a dirigé les hommes du MPP, les gens du ballet citoyen ont dirigé les jeunes du MPP, M. Benewende Sankara a dirigé les gens de son parti, le Front de résistance citoyenne a fait des réunions la veille pour organiser ses militants, j'imagine que le PDS a dû faire de même, tout le monde a fait son... M. Salif Diallo n'est pas le père de l'insurrection. Professeur Diallo, Abdoulaye Diallo, oui. Oui, je vais bien réagir sur ça. Ça rejoint un peu la préoccupation du professeur. Et sur ce point, je dis que je suis d'accord. L'opportunisme des politiciens, oui, totalement. Ils n'ont pas la capacité, parce que je peux vous citer, et vous savez très bien qu'on ne m'a pas sur les morts, un témoignage que Salif Diallo m'a fait à moi, avec des journalistes, certains sont dans la salle, au cours d'une émission que le centre de presse a organisée, qui s'appelle le Club La Presse. Il l'a dit, il dit au micro, je vais vous parler sincèrement. Et il dit, je vais parler justement des jeunes du ballet citoyen. Si vous n'avez pas créé, si vous n'avez pas eu le courage, vous jeunes là, de sortir, braver ce régime-là, nous, on n'aurait pas eu le courage de créer le MPP. Et là, il nous dit, il nous parle, ce n'est pas l'homme politique qui parle, il nous parle en toute sincérité. C'est un témoignage, je ne peux pas mentir sur lui, c'est une réalité. C'est la même manière, vous avez vu le MPP qui dit qu'ils se sont réunis le 24 octobre pour décider de l'insurrection. Certains du ballet peuvent vous donner des témoignages que les réunions ont commencé bien avant le 24 octobre. Oui, mais les actions ont commencé avant. Diallo, ça, nous l'avons compris, mais il y a une autre question qui est sous-jacente. Permettez, c'est juste pour dire, on ne peut pas enlever ça aux politiciens. Que quand quelque chose advient, qu'ils disent, voilà, c'est nous là qui avons, c'est nous qui avons ceci, qui avons cela. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Voilà. Mais ce n'est pas la réalité. Professeur, quand même, une insurrection, c'est un mouvement social. Est-ce que c'est un mouvement qui sort ex nihilo comme ça? Est-ce qu'il n'y avait pas de conditions sociales, politiques préalables qui ont préparé le terrain à ce que, advienne le bouquet final des 30 et 31 octobre 2014? Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, il le montre bien dans son ouvrage, même s'il y a des acteurs qui ne voient pas. Lesquels? Quels sont ces acteurs qui sont invisibles? Voilà. Non, il y a des acteurs qui étaient là, mais lui, il ne les a pas vus et ses informateurs ne les ont pas vus. Mais je pense que nous voudrons savoir quels sont ces acteurs. Justement, depuis les manifestations de la CCVC, depuis 2011 la coalition contre la vie chère. Voilà, jusqu'aux manifestations justement contre la révision de l'article 37. Il y avait des jeunes qui portaient des pancartes
pour un gouvernement révolutionnaire, pour une assemblée constituante, des pancartes du PCRV et qui distribuait également des tracts du PCRV. Eh bien, vous chercherez vainement dans le livre de Bruno Jaffré une trace de ces jeunes-là. Après, ils découvrent brusquement que par contre, ils vont jouer après un rôle dans la résistance contre le putsch. Il y a une genèse. De toute façon, je ne souhaite pas insister sur ça. On pourra revenir là-dessus. Je vais dire 2 mots sur Zéphirin Diabré que vous semblez sous-estimer. Salif Diallo a joué un rôle important. On ne peut pas dire qu'il est le père. Il a joué un rôle important. Et il y a eu d'autres acteurs qui ont joué des rôles importants. Zéphirin Diabré, quand même, le Focal, la première réunion du Focal, qui était à la base? Le Forum des citoyens pour l'alternance. J'y étais. Zéphirin Diabré était à la base. Après, il a créé l'UPC. Et c'est Luc Ibriga qui a pris la tête du Focal. Les différentes marches là et les meetings là, qui étaient à la base, qui lançaient? C'était Zéphirin Diabré. À la veille de l'insurrection, quand l'Assemblée devait se réunir là, le mot d'ordre de désobéissance civile que le Front de résistance citoyenne a lancé et que le ballet a repris, Zéphirin Diabré l'a repris. Et il a appelé les citoyens à aller à l'Assemblée. Après, vous voulez me faire croire que ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils voulaient? Non, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient. Quand Zéphirin a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile, j'étais à Waïga pour une conférence et il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais professeur, la désobéissance civile, là, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire dedans et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Je leur ai dit, en principe, c'est pacifique. Mais au moment où nous en sommes là, la désobéissance civile peut prendre différents contenus et ça m'étonnerait que ça reste seulement pacifique. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas resté pacifique. Et pourtant, Zéphirin, quand vous parlez avec lui, même dans ses discours officiels, il se dit républicain, voilà, bon, on utilise les voies pacifiques. Non, ils ne sont pas dupes. On l'aura compris, les acteurs politiques aussi avaient leur agenda. Dans l'assistance, il y a un doigt qui s'était levé par ici. Oui, monsieur. Bonjour, mon nom c'est Dr Ahmed Diémé. Je viens d'Allemagne, j'ai été invité à cette conférence par Dr Ouedraogo. Je suis directeur de SASCOM, Sahel Stratégie Communication, qui est basé à Bonn. Alors, assez rapidement, je suis très content de vous voir échanger de façon très intense entre le philosophe et l'activiste citoyen, M. Diallo, et le professeur de philosophie, ainsi que M. Diafré. Et ça m'inspire 2 choses. La première, c'est que j'ai l'impression, et c'est ça l'intérêt du livre de M. Diafré, le côté inachevé de l'insurrection. Il me semble que, à vous écouter tous les deux, que l'insurrection populaire et citoyenne plutôt, à l'image de beaucoup d'insurrections en Afrique, comme il a annoncé d'ailleurs Diafré, a été piégée par le système démocratique à partis. C'est-à-dire que le système des partis politiques a piégé l'insurrection populaire et citoyenne à telle enseigne que, et c'est là où j'enchaîne avec ma question à M. Diafré, que j'ai l'impression que beaucoup d'insurrections africaines ont péché sur le fait qu'elles n'ont pas généré une inventivité et une créativité politique. Je veux dire quoi par là? On finit les insurrections, il y a quelque chose de promoteur pour les peuples en termes de contrôle citoyen des ressources, en termes de contrôle politique des institutions, en termes de pouvoir réel et direct des populations. Mais en vérité, ces insurrections africaines-là n'ont pas inventé ce que les peuples en général attendent. La démocratie populaire, la démocratie participative et directe. À votre avis, M. Diafré, connaissant très bien ce pays, pourquoi un tel pays qui a aussi un héritage politique sankariste, un tel pays qui a une telle richesse politique, n'a pas pu être capable de pousser l'insurrection vers ces terrains de l'inventivité politique là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, oui.
Jaffré va répondre à la question et nous allons revenir à l'assistance. En fait, je trouve que finalement, vous êtes sévère. Parce que cette charte de la transition est quand même... le récit que j'en ai eu est quand même quelque chose d'assez extraordinaire aussi, la charte. On avait, rappelez-vous, la CEDEAO qui était omniprésente dans les discussions. Vous aviez les ambassades de France et des États-Unis qui faisaient pression autour, en particulier de Zéphirin Diabré, pour je ne sais trop quoi, etc. Et vous y aviez quand même des gens... comme M. Ibriga et d'autres, je ne me rappelle plus, les autres constitutionnalistes, il a expliqué en fait ce contournement quand il y a eu, on va faire très vite, Augustin Loire, voilà, allez-y. Quand le soir ou la nuit, les gens qui étaient au camp Guillaume ont décrété la fin de la Constitution, il s'est réveillé. Il a dit on peut pas faire ça. Et donc cette créativité a fait en sorte qu'il a fini par convaincre les gens qu'il fallait finalement, c'était pour éviter simplement une pression plus forte de l'extérieur. Il a réussi à convaincre ses camarades de créer une charte qu'on a mis en annexe à la transition et qui a permis justement cette acceptation de la communauté internationale. Alors, il faut différencier. En Algérie et au Soudan, vous avez une énorme créativité qui étonne tout le monde. Vous avez des situations politiques qui ont surpris tout le monde. Vous avez eu des débuts d'insurrection dans des pays en Afrique, au Togo, au Cameroun, je pense même on peut parler du Congo, etc. Mais on est finalement un peu c'est pour ça qu'on peut rehausser l'insurrection burkinabé. Parce qu'elle est plus proche, le Burkina est plus proche de ces pays-là qu'il ne l'est de l'Algérie et du Soudan, où, en Algérie, on n'est pas arrivé à cause de l'unité de l'armée, finalement. Mais monsieur Jaffré, vous ne répondez pas, à mon sens, à la question fondamentale que monsieur Diane pose. Pourquoi ces acteurs de la société civile, ces activistes qui arrivent à faire tomber un régime, n'arrivent pas à faire le pas suivant pour faire une offre politique qui retienne l'assentiment des populations? Parce que ce ne sont que des chercheurs et des on va dire des intellectuels. Ça c'est la limite. Alors, je vais quand même répondre un peu à M. Sawadogo. Les gens manifestaient en disant... Alors, il faut quand même reconnaître que la manifestation de la CCVC, c'était en réalité une manifestation pour une réforme de l'éducation nationale, auquel ils ont rajouté la levée de l'article 37 et qu'ils ont toujours refusé de manifester avec les autres, à ma connaissance. Deuxièmement, il y avait des gens avec des pancartes du PCRV, tout le monde les a vus, qui demandaient une assemblée constituante. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ça? C'est tout ce que je veux dire. Il y avait des gens qui étaient là partout en train de réfléchir, etc. Eux, ils manifestent. On veut une assemblée constituante. Ils ont raison d'ailleurs. Le questionnement devient intéressant, monsieur Sawadogo. Je voudrais dire autre chose. Oui, allez-y. Si je peux. Je vais vous dire quelque chose qui m'a étonné. L'histoire des CDR est dénaturée en fait dans votre pays. Ce qui m'a étonné, c'est que personne ne crée des comités de quartier dans les quartiers. Pourquoi? Simplement parce que on a tellement dénaturé les CDR que les gens avaient peur de ce mot-là. Or, c'était ça qui pouvait permettre. C'était pas quelques intellectuels qui réfléchissaient avec des solutions qui sont finalement des solutions, constitutionnalistes, etc. La solution, c'était les comités de quartier, mais ni les gens du PCRV, ni personne n'ont dit on va créer des comités de quartier et on va organiser la population à la base. Cela, on l'a compris. Professeur Sawadogo, est-ce que c'est du rôle des acteurs de la société civile de faire des propositions politiques, de s'engager en politique? Mais il y a une autre question sous-jacente. Les intellectuels, que font-ils? Justement, ce n'est pas de leur rôle. Ce sont des limites qu'eux-mêmes, ils se donnent. Ce n'est pas de leur rôle, simplement parce qu'eux-mêmes, ils se donnent cette limite-là. Vous prenez le ballet citoyen, ils sont contents de dire qu'ils sont apolitiques. Bruno Jaffré revient plusieurs fois là-dessus. Le FRC apolitique, Free Afrique apolitique.
Mais ils veulent participer à une insurrection et ils veulent peser sur l'évolution de la vie collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se lient eux-mêmes les mains. La charte de la transition, effectivement, ils l'ont rédigée très bien. Ils l'ont très bien rédigée en fixant toutes les limites temporelles, les limites institutionnelles, justement, pas question d'assemblée constituante. Voilà. Et ça a été bien accueilli par les hommes politiques. Monsieur Diallo. Oui, et sur ça, d'abord je dois dire une petite correction. Oui. Le balai citoyen n'a jamais dit, il a bien dit qu'il est mouvement politique. Il n'est pas un parti politique, mais c'est un mouvement politique. Et là, je parle sous le contrôle de certains qui sont là. Non, je veux dire, quand il dit politique, ça veut dire que c'est un mouvement qui ne s'est pas exclu du débat politique. Il n'a pas pour ambition de conquérir le pouvoir politique, mais il ne s'est pas exclu du débat politique et donc de faire des propositions pour améliorer. Donc c'était cette petite précision. Deuxièmement, oui, la limite est là. Parce que justement, il y a des gens aussi qui manquaient à l'appel. Oui. Ceux qui semblaient dire qu'ils étaient l'avant-garde, ils étaient où? Oui. Ils n'étaient pas là. Oui, c'est facile après de dire, on a fixé les limites. Oui, on est très clair. On a conscience au moins de notre travail. On avait au moins la conviction de quelque chose. On aimait ce pays. On ne pouvait pas le laisser entre les mains d'un aventurier comme Blaise Compaoré faire ce qu'il veut avec son clan. Non, il ne faut pas me couper. Il faut que tu me laisses terminer. Non, il faut que tu me laisses terminer. Parce qu'après, c'est très facile de dire, vous n'avez pas pu faire jusqu'au bout. Vous étiez où, vous autres? Professeur, je ne vous ai pas vu dans le groupe des intellectuels que nous étions. Le 1er novembre, quand on s'est retrouvés, j'ai même dit, mais il est où le professeur Mahamadé? On s'est retrouvés chez Louada. J'étais là, Ibriga était là, Rassamga était là, Newton Ahmed Bari était là, Maître Kam était là, le professeur Seni était là, ils étaient pas mal pour discuter, mais le professeur, on ne l'a pas vu. Parce que justement, le professeur s'est mis à l'écart dans tout ce qui s'est préparé avant, parce que le professeur pensait que non, c'était pas le moment, c'était pas ça, c'était pas mieux. Professeur souffrait alors que ceux qui se sont aient eu des limites et qu'ils assument ces limites-là. Ok. Voilà. Je vais passer la parole au professeur pour qu'il réagisse, mais M. Diallo, je reviendrai à vous avant de donner la parole à M. Ouedraogo. Voilà, le doyen Philippe Ouedraogo. Voilà, merci pour la parole. Pourquoi vous, les intellectuels, vous vous êtes tenus à l'écart? La réponse est très simple. C'est à moi de te poser la question. Est-ce que vous m'avez invité à votre réunion? Professeur. Non. Justement, je vais vous donner toutes les informations. Je n'étais pas au courant de votre réunion et personne n'est mis à inviter. Et personne n'est mis à inviter pour la simple raison que vous vous doutiez que je n'allais pas avoir la même vision que vous. Maintenant, quant à ma contribution, je vous rappelle, quand même, toi tu le sais, Ibriga n'est pas là. À partir de février 2014, le 22 février 2014, nous avons organisé avec notre mouvement, le Manifeste pour la Liberté, un panel au centre de presse dont le thème était le changement politique. Février 2014 à Ouaga, avril 2014 à Bobo, 26 octobre 2014 à Ouayuga. Et justement, on a analysé toutes les modalités de changement politique. On a analysé les différents acteurs qui étaient capables de porter ces changements-là. Et on a discuté de toutes ces questions. Mais justement, nous avons toujours clairement dit que nous sommes partisans d'un changement en profondeur. Et que, effectivement, s'il s'agit de se battre pour ce changement en profondeur, nous sommes prêts. J'ai parlé des pancartes. Vous semblez ne pas connaître la genèse des pancartes. Moi, j'ai remarqué ça parce que ça m'intéressait. Les pancartes ont commencé à sortir lors de la marche du 8 avril 2011. La marche de la CCVC. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À toutes les marches organisées par le CEFOP, les grandes protestations, les pancartes étaient toujours là. Et en plus des pancartes, évidemment, il y avait les tracts. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait quand même des gens qui attiraient votre attention sur une autre possibilité. Mais ceux qui étaient devant, ils ne voyaient pas ça. Bien. Ils avaient autre chose en tête. Bien, professeur. Je suis tout à fait d'accord avec M. Jaffré quand il dit effectivement qu'il fallait
des comités dans les quartiers, qu'il fallait préparer les gens dans les quartiers. Et que ce travail-là, il y a des gens qui y pensaient et qui avaient commencé effectivement à le faire. Mais ils n'étaient pas suffisamment avancés. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres qui ne voyaient même pas ça. Leur problème, organisons une transition. Bon, on se donne un temps limité. Après, les affaires reprennent leur cours normal. Et puis la vie continue. Merci. Donc, Non, mais il faut que nous recadrions les choses, sans quoi nous allons tomber dans une guéguerre entre activistes et intellectuels. Non, maintenant, M. Diallo, je ne vous donnerai pas la parole. J'ai promis de donner la parole à M. Philippe Ouedraogo parce que nous avons la chance que lui, au moins, il est un acteur politique. On a parlé de l'opportunisme des acteurs politiques ici. M. Philippe Ouedraogo, nous vous écoutons. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi donc, je voudrais intervenir. Parce que dans l'interprétation du rôle des partis politiques, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. La lutte contre le changement de l'article que Blaise Compaoré voulait apporter à 1937, cette lutte-là a commencé avec différentes organisations, c'est vrai, mais elle s'est intensifiée à partir du moment où finalement donc, le rôle de chef de file de l'opposition a été confié à Zéphirin Diabré. Il a eu donc son esprit d'organisation. Il a réussi effectivement donc à fédérer la plupart, pas tous, les partis d'opposition, de façon à ce que effectivement donc ceci donc ait une action commune et de plus en plus nette. C'est à partir de ce moment que les grandes marches que l'on a vues en 2013-2014 ont commencé, traînant chaque fois plus de monde que la fois précédente. Et je pense que ça a contribué effectivement à amener tout le monde à se poser la question de savoir si les revendications avancées par le CEFOP méritaient ou pas d'être soutenues. Et je pense que la réponse, c'est qu'on voyait grossir les foules aux marches du CEFOP. Maintenant, il faut bien dire aussi les choses. Les choses n'ont pas commencé en 2013, elles ont commencé bien avant. Et donc, on a pu dire que ça a commencé en 2011. Ça a même pu commencer peut-être avant, en 2009, lorsque finalement donc, on a commencé à parler beaucoup de l'alternance. Et puis finalement, cette lutte que nous avons eue au niveau du comité que Blaise Compaoré avait voulu mettre sur les réformes politiques, la CCRP, cette lutte-là aussi a contribué effectivement à ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Bon, alors ça, c'est pour dire que véritablement la lutte a été lancée par les partis politiques. Que les syndicats qui ont été approchés de façon effectivement à venir renforcer la lutte, parce que c'était une lutte pour un certain changement, et en tout cas au moins pour le respect de certaines règles républicaines, eh bien les syndicats n'étaient pas tout à fait sur la même ligne. Alors, ils disaient en dessous, mais on ne va pas contribuer à un changement pour finalement donc que ce soit les mêmes partis politiques qui reviennent, etc. Et donc, ils ont eu, à partir d'un moment, une attitude très réservée vis-à-vis de la lutte que menait le CEFOP. Ce qui ne nous empêchait pas, effectivement, donc, de s'associer d'une certaine façon à cette lutte. Et en particulier, s'ils ont décidé de manifester le 29, c'était aussi pour ça. Maintenant, les derniers jours précédant le 30 octobre, effectivement, les organisations de la société civile ont joué un rôle capital, puisque c'est elles qui ont décidé d'organiser la résistance. Et on les voyait donc animer des feux de camp, si j'ai pu dire, à différents endroits, etc. Et donc galvanisant ainsi beaucoup de jeunes qui estimaient qu'effectivement, on ne pouvait pas laisser Blaise Compaoré continuer à être au pouvoir aussi longtemps. Mais il faut aussi reconnaître que certains partis politiques, qui en avaient les moyens et les capacités, ont préparé cette insurrection. C'est-à-dire qu'ils ont préparé, peut-être pas l'insurrection en tant que telle, pas le mouvement politique d'insurrection, mais ils se sont organisés de telle façon que le 30 octobre, il ne puisse pas y avoir le vote pour le changement de l'article. Vous faites référence à quelle organisation politique? Bon, c'est le cas du MPP, pour ne pas nous nommer. Mais il n'était pas seul. Hein. Beaucoup d'autres partis, finalement, politiques aussi, ont contribué. Maintenant aussi, on peut dire une chose,
c'est qu'au niveau du CEFOP, il n'a jamais été dit qu'il fallait organiser une insurrection. Il n'a jamais été dit qu'on devait, par la violence, donc arrêter le changement de l'article 37. Et il n'a jamais été dit que nous voulions le départ de Blaise Compaoré. Non, il faut le reconnaître. Maintenant, quand le 30 octobre est arrivé, que les choses ont pris cette tournure-là, qu'on a été amené finalement donc à chasser le RSP de l'Assemblée, ou en tout cas des alentours de l'Assemblée, eh bien, les choses se sont, si je puis dire, conjuguées elles-mêmes, jusqu'à ce que certains disent, on va maintenant à Kosiam. Donc sinon, ce n'était pas une chose qui est préparée. La preuve, c'est que lorsqu'on a demandé à Zéphirin Diabré de lire un communiqué, eh bien, il a rédigé un communiqué, il a lu un communiqué qui était comme ça. Et c'est quand on a donc amené, on a l'information selon laquelle il y a eu des morts, que tout le monde autour de lui l'a convaincu qu'il fallait demander la démission de Blaise Compaoré. Et c'est comme ça que la démission a été demandée officiellement. Mais ceci, je voudrais quand même dire que lorsque les partis politiques... Nous vous accordons une minute. Merci. Lorsque les partis politiques essayaient d'organiser les gens pour manifester, les organisations de la société civile qui soutenaient le CEFOP n'étaient pas très nombreuses. Il y avait bien sûr le ballet citoyen, mais moi j'ai assisté à des réunions avec les organisations de la société civile. Il n'y avait pas plus de 5 ou 6 qui étaient là. Officiellement, il y avait 37 qui nous soutenaient. Mais dès que finalement l'insurrection a triomphé, évidemment, le nombre s'est multiplié, c'est normal. Alors l'opportunisme, là, c'est partout. Ce n'est pas seulement au niveau des partis politiques. Et en plus, les partis politiques, c'est normal. Quand l'insurrection a eu lieu, Monsieur Drago, le ballet citoyen et d'autres organisations... La minute que je vous ai accordée est épuisée. Ah bon? Nous sommes... Je pensais qu'il y avait 30 secondes encore. Non, elles sont largement dépassées. En fait, vous avez fait 2 minutes. Merci. Je vais passer, on a entendu assez d'hommes donnant quand même la femme... excusez-moi, donnant la parole à la femme. Madame, vous avez la parole. Les autres, je ne vous oublie pas. Au cours du débat, on va se parler. Bonsoir. Annie Adelise. Je suis observatrice. Je crois que le thème de la soirée est tout à fait dépassé et qu'on n'est pas dans le thème de la soirée. Là, on est dans les justifications, on est dans la genèse, ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé, qui ne s'est pas passé, qui a été opportuniste, qui n'a pas été opportuniste. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses... le Burkina Faso est un pays jeune. Les jeunes ont pris la parole de la façon qu'ils ont pu. Les jeunes se sont exprimés par rapport à la société civile. Les jeunes ont cru en des mouvements, notamment le ballet citoyen. Ils se sont tous mis ensemble pour dire, bon, ça suffit, nous on est une génération, nous avons grandi, nous sommes nés, nous avons grandi avec Blaise Compaoré, on ne veut plus de lui. Voilà. Maintenant, c'était un point sûr et certain. Aujourd'hui, que fait-on de cette jeunesse? Que vous, intellectuels ou activistes, quelle réponse vous lui apportez aujourd'hui? Le ballet citoyen, on ne sait plus. Monsieur Smoké, il est parti à l'étranger, on ne sait plus. On a entendu 1001 choses, on ne sait plus. Les intellectuels, professeurs, qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse aujourd'hui? Parce qu'on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on propose à cette jeunesse aujourd'hui? Je crois que je suis désolé de mettre les pieds dans le plat. Je rejoins le monsieur de Berlin qui a parlé. Voilà. Je crois que si on doit parler aujourd'hui, c'est de ça. Moi, j'entends parler de comité de quartier. Ça peut être une réponse. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui de cette jeunesse qui est, je vous assure, qui est profondément déçue? Blaise Compaoré est parti, mais cette jeunesse, elle est là, elle vous regarde, intellectuelle, activiste, et elle attend. Parce qu'elle n'a aucune réponse. Très bien, merci madame, parce que pour nous avoir ramené aux préoccupations qui sont les nôtres ici en ce moment, et c'était pour qu'il était important que l'on vous accorde la parole. Nous ne l'oublions pas, bien sûr, parce que les questionnements, c'est 5 ans après, qu'est-ce qu'on fait, mais surtout,
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'on vient de passer la première heure de débat et bien sûr, vous nous tendez une belle perche pour faire la transition sur cette deuxième heure de débat que nous aurons ensemble. Monsieur Jaffré, vous l'avez dit d'entrée de jeu, beaucoup de Burkinabés sont dessus. Des promesses de l'insurrection, on n'en parle plus. Fondamentalement, c'est quoi le problème? Et là, quel bilan? Je reconnais que je ne suis pas le mieux placé pour dire qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc je ne vous demande, je dis qu'est-ce qui n'a pas marché? Je l'ai déjà dit, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, c'est que le MPP a gagné les élections. C'est c'est tout. Enfin, c'est pas tout, mais... bon, je vais revenir parce que... écoutez, ça me paraît simple, mais je vais quand même dire quelque chose qui est assez complexe, en fait, finalement. Parce que M. Serwadogo dit... on n'était pas impliqué on s'est pas impliqué dans ce moment-là parce que finalement elle n'était pas avancée assez révolutionnaire. C'est ce que j'imagine. Hein. Si c'est pas dit ça, et ils n'ont pas. Hein, vous avez dit. Hein. Non, bon, et donc, avançons. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas reprocher. Moi, j'ai dit dès le départ que la situation n'était pas une situation révolutionnaire, qu'il n'y avait pas de perspective politique, et donc le Burkina a fait ce qu'il pouvait faire des mieux dans une situation où il n'y avait pas une situation révolutionnaire, qu'il pouvait faire autre chose. Donc, même dans une situation telle que celle-là, un parti révolutionnaire ne doit pas démissionner. Même si ce n'est pas la révolution demain, il doit prendre ses responsabilités avec les autres et s'inscrire dans le processus de recherche de solutions. Alors aujourd'hui, les jeunes, moi je ne peux pas répondre qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes, vous imaginez bien. Donc je passe la parole à mes deux collègues là. Monsieur Diallo, vous avez votre organisation acheviée quand même sur l'achat de la transition. Il y a eu la commission des réformes qui a fait de nombreuses propositions, tant dans le domaine économique, dans le domaine politique, que même dans le domaine sociétal. Finalement, à l'heure du bilan, que sont devenues toutes ces propositions? Bon, je dois juste dire que je suis totalement d'accord avec le résumé que fait Jaffré, ce qui n'a pas marché. C'est bien effectivement parce qu'on est retombé dans le même système. Je discutais à 2 jours avec quelques jeunes qui me disaient qu'ils regrettaient un peu, compte tenu de la situation actuelle, sous Blaise Compaoré même c'était mieux. J'ai dit non, vous faites erreur. Parce qu'en réalité, c'est le même système de Blaise qui continue. Il y a eu insurrection, mais ce sont les amis, c'est le même système qui continue, la même façon de voir le pouvoir, qui était une manière de conserver un certain nombre de privilèges et tout ça. Donc, vous ne devez pas penser ou regretter ou avoir la nostalgie de Blaise parce qu'on n'a pas changé de système. Si on avait fait une révolution et qu'on avait changé et qu'il y avait un autre système et que les mêmes problèmes persistaient, oui, je pouvais vous comprendre. Je pouvais comprendre que finalement vous regrettez Blaise parce qu'on a changé et on retombe dans la situation pire. Mais rassurez-vous, on n'a pas changé. Prenez juste conscience qu'il y a encore du travail à faire. C'est un peu le message que je donne à ce jeune. Ça c'est ce que vous dites aux jeunes. Oui, moi, je suis... Je reviens, c'était juste... Okay. C'était juste... il faut aussi permettre, hein, c'est un sujet qui n'est pas simple, qu'on ne peut pas évacuer en juste quelques bouts de phrases ou formules. Non, il y a une vraie réflexion à mener. Il y a des acquis, certes, indéniables, c'est clair. La parole s'est libérée, les gens, on ne peut plus les embrouiller. Voilà, ils savent... Voilà. Au moins ça, c'est des acquis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut imaginer installer une dynastie ou quoi. Voilà, tout ça, c'est des acquis. Mais c'est vrai, monsieur le docteur de Bonne, vous avez tout à fait raison. Mais je trouve que dans le mouvement insurrectionnel, à aucun moment, cela a été discuté, pensé. Par contre, et là je suis d'accord avec Bruno Jaffré, la transition, au moins on l'a pensé pour trouver quelque chose qui va nous permettre de réfléchir à quelque chose de mieux. Et là aussi, il faut qu'on ait le courage. Les partenaires qui détiennent aussi la bourse ont fait leur pression et la pression a payé. Je me souviens que ce groupe dans lequel j'ai eu le privilège de participer dans la réflexion, les idées claires énoncées dès le 1er novembre, ce n'était pas une transition d'une année. On disait minimum 3 ans. Ensuite, il fallait que ce soit un premier ministre fort civil qui détient la réalité des pouvoirs, même s'il faut flatter les militaires avec
le poste honorifique de président. Je ressens, et tous ceux qui ont discuté, qui étaient à cette réunion peuvent témoigner. Mais c'est des idées qui n'ont pas prospéré dans le rapport de force qui a suivi. Parce que pourquoi? Il y a des choses aussi qu'on ne sait pas gérer. Tout le monde s'est acharné sur le balai citoyen. Au lieu de réfléchir, non, c'est vous là, vous avez dans le pouvoir, c'est si vous êtes dans le pouvoir à Zida. Des gens qui ne connaissaient même pas Zida. Professeur, vous faites bien de... Non, non, Monsieur Diallo, je on reviens. va s'éloigner de... Non, mais si on ne peut pas analyser, on ne peut pas répondre à ces questions, si on ne dit pas, aux gens qu'on a refusé de réfléchir, qu'on a préféré se tirer dans les pattes. Je suis obligé de répondre à la dame et au monsieur. La vérité, c'est ça, on n'a pas encore mené cette réflexion. Qu'on ait le courage de le reconnaître, parce qu'on a passé le temps à te tirer dessus, au lieu de mener la vraie réflexion, on a passé le temps à accuser d'autres, ceux qui au moins osaient faire quelque chose, de n'avoir pas fait ce qu'il fallait. Mais si on ne se dit pas cette vérité, on va toujours revenir dans 15 ans, 20 ans, et le docteur va poser toujours une question pertinente, et la dame va nous poser toujours la question, on ne répond pas aux questions des jeunes. Non, ayons le courage de se regarder en face, d'assumer les actes manqués, et de se remettre en cause pour repartir de plus belle. Et c'est en ce sens que je salue le travail de réflexion fait dans le livre de Bruno Jaffé. Il a posé ces questions. Il les a posées avec courage. Pour quelqu'un qui n'est pas burkinabé, il nous l'a dit en face, il nous l'a jeté en face. Et moi, je suis totalement d'accord. On n'a pas mené cette réflexion. Des gens ont manqué dans la chaîne. Des gens prétendument avant-gardistes ont manqué aussi dans la réflexion. Ayez la modestie de le reconnaître. On a manqué à la chaîne. Maintenant, on s'organise. On a besoin de votre expérience, de ceci, de ça, de votre réflexion. Ayons cette modestie-là. Et arrêtez de croire que c'est nous qui défendons tout et que les autres, ils ont mal fait. C'est ce que je veux dire, monsieur le modérateur. Et je pense que ça aide quand même le débat, n'est-ce pas? Ça aide le débat, mais Merci je beaucoup, reviens sur ma question. Aujourd'hui, sous la transition, vous avez ferraillé, des réformes ont été annoncées dans le domaine de la gouvernance économique, dans le domaine de la gouvernance politique. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout a été détricoté. Oui, ça fait partie aussi de ce que je réponds toujours aux partis politiques. Monsieur Ouedraogo a essayé de défendre. Je n'ai jamais dénié d'abord leur contribution. Mais malheureusement, ça ne sert à rien d'avoir tout organisé pour venir. Au final, c'est quoi? C'est quoi que les partis politiques nous ont proposé? Le MPP nous a proposé quoi? 6 mois sans programme, 6 mois, le seul programme. Balai citoyen est ici, la transition est ça. On dirige un pays comme ça. Un pays avec autant d'aspirations. Le drame de notre pays, on a un peuple avec beaucoup d'aspirations, mature, qui comprend beaucoup de choses, avec des politiciens très faibles. Très faibles, il faut le dire. Ils n'ont pas le patriotisme, je suis désolé. Dans leur ensemble, ils font des calculs. Mais je suis d'accord avec vous, professeur, sur ça. Ils font des calculs. Mais ils ne font pas des calculs dans le sens de ce que j'appelle rendre les autres meilleurs. Mais je dis à un chef d'État, quand tu as la chance d'avoir dans la possibilité de rendre des millions de gens heureux. Mais qu'est-ce que tu as à foutre à faire des combinaisons, à détourner, à faire n'importe quoi, des calculs politiques? Mais ça vaut le coup de toute affaire cessante, se consacrer pendant 5-10 ans pour rendre les gens heureux et puis se barrer. Pourquoi ils n'ont pas ça? Merci Diallo. Professeur, j'aimerais revenir pour que nous soyons plein pied parce que nous n'avons plus grand temps dans la situation actuelle du Burkina. Elle est connue, c'est une insécurité grandissante. Il y a des risques pour la pérennité même de notre pays. Il y a des problèmes de vivre ensemble. Là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Bien. Merci pour votre question. Je voudrais commencer par répondre à la dame qui a posé la question sur la situation de la jeunesse. Effectivement, elle vit une situation difficile. Elle est confrontée à beaucoup de maux, mais elle ne baisse pas les bras. En ce qui concerne le balai citoyen précisément, je crois que Diallo pourra vous donner une idée de leurs activités qu'ils ont menées. Moi-même, j'ai déjà eu à participer à certaines activités, notamment sous forme de conférences. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait, si vous n'en avez pas été informé, que pas plus tard que le 11 octobre dernier, il y a eu une rencontre importante qui a regroupé beaucoup d'organisations de jeunes autour du thème l'impérialisme et le terrorisme. Et parmi ces organisations de jeunes-là, il y en a effectivement qui sont très combatives et qui sont très enracinées à l'intérieur du pays, justement dans les zones où l'insécurité est très forte.
Et beaucoup, ils ont fait l'effort de venir à cette rencontre-là pour témoigner des difficultés qu'ils ont et aussi des initiatives, d'abord de solidarité, tout simplement. Il faut soutenir ceux qui sont attaqués et qui sont amenés à abandonner les lieux où ils vivent. Et il faut prendre des initiatives pour sensibiliser les citoyens, les concitoyens, pour qu'on les accueille. Et différentes formes de soutien matériel, ceux qui ont de l'argent à donner, ceux qui ont des habits, ceux qui ont des vivres, ce sont des questions comme cela auxquelles il faut répondre. Ensuite, il faut savoir aussi, il faut essayer de répondre. On ne peut pas continuer à fuir, il faut essayer de s'organiser pour arriver à répondre. Donc, ces questions-là sont posées aujourd'hui et effectivement, les jeunes sur le terrain se battent et essaient de trouver des oui, mais là, il s'agit de questions, des réponses à des préoccupations du moment, urgentes, il faut agir. Mais est-ce que la situation du Burkina aussi, Diallo l'a dit, il y a une sorte de déficit du leadership politique, mais est-ce que ce déficit n'est pas la conséquence d'un déficit, je provoque, d'un déficit de travail intellectuel pour aiguiller les acteurs politiques sur les enjeux et du moment et sur comment. Oui, alors justement, il faut faire attention. Je suis intellectuel, mais je ne suis pas du tout intellectualiste. Je suis un intellectuel qui a extrêmement conscience de ses limites et qui sait qu'on ne change pas le monde tout seul. Et que quelle que soit la beauté, la qualité de vos idées, vous pouvez les émettre. Si vous n'avez pas des gens avec lesquels vous pouvez vous mobiliser pour imposer ces idées-là, ça n'ira nulle part. Donc ce n'est pas un problème d'intellectuel, ce n'est pas un problème d'idées. Justement, l'expérience que nous avons vécue avec la transition, c'est ça. J'ai dit que je ne doute pas du patriotisme de mes amis qui étaient là-bas, qui ont fait des propositions, qui ont travaillé. J'ai vu leur débauche d'énergie, mais au bout du compte, qu'est-ce que ça a pu apporter? Même les lois qu'on a votées, les lois positives, dommage, Ibriga n'est pas là. La loi contre la corruption, le code minier, les taxes qu'on a proposées dans le cadre du code minier pour soutenir les collectivités locales. Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas un problème d'idée. Ce n'est pas un problème d'intellectuel. Donc, il ne faut pas ramener ça à une question de proposition d'idées. Je ne vous en ai pas parlé. Moi, j'ai écrit plusieurs ouvrages et je continue d'écrire. Même sur l'insurrection, j'ai écrit quelque chose. Mais je suis convaincu que ce n'est pas un problème simplement d'idées. Donc, faisons attention à ça. Alors, maintenant, revenons au bilan du MPP. Le MPP a été très intelligent dans la manœuvre. De 5 ans après l'insurrection. Voilà, justement. Il a été très intelligent pour arriver au pouvoir, mais on a beau être intelligent, ben on reste limité par ce qu'on est soi-même. Et le MPP a été fabriqué sous Blaise Compaoré. Les dirigeants du MPP ont été dans le moule de Blaise Compaoré. Ils ont grandi à l'ombre de Blaise Compaoré. Ils ont travaillé à l'installer. C'est ça leur péché congénital. Et ils n'en sont pas sortis parce qu'ils n'en ont pas les moyens.